Nous avons constitué notre table ronde dont le sujet est quel mode d'attestation des comptes locaux. En définitive, on a vu avec l'exposé d'Estelle Collet que l'objectif de la certification par les commissaires aux comptes ou par les instances, c'est d'aboutir à une certification. Le but, c'est pas de tomber sur des cas de non-certification et de ne pas réussir à les faire corriger avant le moment de rendre le rapport. La question qu'on peut poser peut-être en introduction pour cette table ronde, c'est à qui l'attestation des comptes locaux est-elle destinée? Finalement, cette attestation, bien sûr, on l'a compris, sa consistance, mais je voudrais que vous puissiez nous indiquer à qui nous destinons cette certification. Est-ce que vous voulez commencer? Eh bien, tout comme les rapports des chambres régionales des comptes qui sont destinés à être publics, il me semble qu'à minima, ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante. Ça ne me paraît pas seulement au maire ou au président du conseil départemental ou régional. Faut-il le rendre public? Il le sera forcément s'il est présenté en conseil, puisque les conseils sont eux-mêmes ouverts et que les comptes rendus sont publiés sur les sites internet des collectivités. Donc la réponse est oui, me semble-t-il, ces rapports ont vocation à être rendus publics. Donc le rythme peut-être aussi de production des rapports, si vous voulez peut-être vous exprimer avec l'expérience de commissaire aux comptes, donc M. Dupuis. Oui, tout d'abord, merci pour l'invitation. La démarche générale aussi, oui, sur laquelle on peut revenir, bien sûr. La démarche générale vient d'être rappelée par ma consoeur Estelle Collet dans ses propos, donc je ne vais pas faire de redondance là-dessus. Sur effectivement la périodicité effectivement, de l'émission du rapport de commissaire aux comptes, une émission effectivement annuelle semble tout à fait pertinente. La question qui va se poser, c'est la démarche d'accompagnement effectivement de cette certification. Le but étant effectivement d'aboutir à cette certification, mais quelles attestations le professionnel du chiffre peut émettre en amont sur les exercices précédant la certification, quelle attestation il peut émettre pour accompagner la collectivité dans son processus, dans sa démarche d'aboutir à la certification. Là-dessus, effectivement, il y a des travaux qui sont actuellement menés entre la DGFiP et la CNCC sur des modes d'attestation spécifiques, plus centrés en fait sur certains cycles, en amont en fait d'une certification globale. Alors, ça, c'est des attestations complémentaires. Alors, comment ça fonctionne? Ça peut être effectivement des attestations complémentaires. Une attestation, par exemple, au regard de la conformité au référentiel comptable. Est-ce que la collectivité applique correctement le référentiel qui a été cité ce matin, notamment la M57? Ça peut être effectivement aussi des attestations qui sont propres à l'application du contrôle interne. Le contrôle interne devant aboutir à l'examen des différentes assertions, que sont l'exhaustivité des flux, leur réalité, leur existence, la valorisation. Donc le commissaire aux comptes peut avoir cette démarche d'accompagnement au niveau du contrôle interne pour aboutir effectivement à l'examen de ces assertions. Et puis il peut y avoir effectivement une attestation spécifique sur un cycle complet. Le cycle immobilisation qui a été cité par Estelle Collet à l'instant même pour les hôpitaux, afin d'aboutir en fait sur une opinion émise par le commissaire aux comptes sur un cycle pris dans son entièreté avant d'attaquer, je dirais, avant d'aboutir à la certification des comptes pris dans leur ensemble. Donc si on considère que le rapport annuel est présenté, donc, comme vous l'avez dit, madame, à la collectivité, ça veut dire que pour les communes,
qui sont concernés, je fais partie, le rapport est présenté en conseil municipal. Hein, c'est ça le principe. Et il doit faire l'objet d'une délibération, c'est-à-dire, vous avez peut-être des éléments à apporter à ce sujet sur le rapport présenté. Nous avons déjà eu l'occasion, nous, à la mairie d'Orléans, de présenter des rapports intermédiaires que vous nous avez adressés. Oui, alors les règles du jeu ne sont peut-être pas encore clairement définies aujourd'hui, mais donc je parlais au nom de la ville de Paris. L'idée de la démarche, effectivement, pour nous, ça a été par rapport à la candidature qui a été faite vis-à-vis de l'expérimentation, c'est de confirmer un certain nombre de choix organisationnels, par exemple, qui sont bien antérieurs à la loi Notré d'ailleurs. Et l'objectif, à travers le document de certification, on va l'appeler document de certification pour l'instant, c'est effectivement de donner de la lisibilité aux élus par rapport à des chantiers de fiabilisation de procédures, de fiabilisation de comptes qui ont été menés. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun débat. L'idée, c'est à la publication des états financiers, donc par exemple pour l'ordonnateur, le compte administratif, le compte de gestion, c'est d'avoir un rapport complémentaire, effectivement, qui va donner un certain nombre d'éléments de confirmation, de fiabilité, de sincérité, de conformité aussi aux normes comptables par rapport des éléments de flux à des éléments de stock. Et tout l'enjeu, c'est de rendre ces éléments dans le rapport intelligible pour les élus et puis pour, évidemment, les administrés aussi, puisqu'on a cette spécificité dans le monde des collectivités locales. Donc pour le moment, à ce stade, on voit effectivement un certain nombre de rapports intermédiaires, je dirais, qui sont soumis au conseil municipal, à la collectivité. Le rapport sous sa forme définitive de certification, pour le moment, n'est pas encore en circulation, mais il va venir. Et donc après, dans la certification, ça sera un rapport annuel. Comme l'a indiqué Estelle Collet, ce rapport, il est normé. C'est-à-dire qu'il n'a pas pour but de faire un rapport de plus sur l'activité, sur les éléments financiers. C'est un rapport qui fait référence aux normes professionnelles de ce qui a été fait et qui ont pu conduire à la certification des comptes. Donc, comme vous l'avez précisé, mais j'insiste, c'est important, il est présenté au moment du compte administratif. Il accompagne le compte administratif. C'est pour ça que ce matin, je faisais bien un distinguo avec la procédure budgétaire, qui est de loin la plus importante dans nos collectivités, en termes de communication financière. On dit ce qu'on va faire, mais finalement, au moment du compte administratif, on dit vraiment ce qu'on a fait, la restitution comptable précise sous forme de bilan, de compte de résultats et d'annexes, et que ces éléments-là font l'objet d'un rapport de certification qui les complète. Madame, je vous cède la parole par rapport à justement cette démarche d'attestation et de rendu d'émission de certification. Oui, monsieur le maire, merci de me donner la parole. Alors, avant de rentrer dans la technique, je voulais juste remettre un tout petit peu en perspective pourquoi, en fait, on mène ces travaux sur l'attestation de fiabilité. Alors, il faut rappeler, en fait, que l'acte fondateur remonte, en fait, à 2014, où l'État, au sein du Comité national de fiabilité des comptes, avait, en fait, passé un accord, une charte avec les partenaires locaux et avec les juridictions financières, dans laquelle il était question déjà de travailler sur le mode d'attestation de la fiabilité des comptes locaux. Il est vrai qu'à l'époque, la loi Notré n'était pas encore adoptée et on n'avait pas en fait l'outil de certification qui est un des modes d'attestation. L'outil de certification n'était pas encore dans le paysage. Néanmoins, on a considéré que, évidemment, l'exercice expérimental de certification n'épuisait pas le sujet, qu'il avait beaucoup de vertus,
mais que probablement dans le futur, la lourdeur et l'ambition des travaux ne seraient sans doute pas à la portée de l'ensemble des organismes du secteur local, qu'il y aurait vraisemblablement des seuils à mettre en place, et que dans ce contexte, il était opportun de commencer dès à présent à travailler éventuellement des alternatives, des modes, disons, alternatifs d'attestation d'infiabilité, d'où ces travaux actuels. Alors, comment la DGFiP voit-elle les choses sur ce sujet ? Il est vrai que, évidemment, on le voit, certains intervenants se sont exprimés pour dire, bon, mais voilà, tout ça c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contrôles. Il y a le contrôle du comptable, il y a le contrôle de la Chambre régionale, il y a cette arrivée des professionnels du chiffre, du secteur privé dans le paysage. Comment tout ça s'articule-t-il ? Donc voilà, en fait, nous notre approche, c'est de dire, bon, d'abord, on va, dans ces modes alternatifs, on va rénover les outils de qualité comptable de la DGFiP. Déjà, ça, c'est quelque chose de très important. Rénover les indices de mesure, rénover les dispositifs de contrôle automatisé, de telle sorte que, effectivement, bon, les collectivités qui, à un moment donné, pour des raisons d'économie ou autres, etc., souhaiteront peu ou prou en rester au système actuel, puissent le faire, mais avec un environnement rénové. Et notre deuxième objectif, c'est de se dire, il y a la place, en fait, pour différentes formes de missions d'assurance, en fait, assurées par les professionnels du chiffre, dans ce segment un peu intermédiaire, finalement, entre peut-être une masse assez importante de collectivités qui vont se dire, mais bon, finalement, nous, on n'a pas forcément envie d'aller jusque-là, avec un système de qualité comptable publique rénové, nous, ça nous suffit. Mais on se dit qu'il y a une frange, il y a la place, en fait, pour des missions d'assurance intermédiaires entre une certification légale et le système public actuel. Et c'est là, effectivement, que prennent leur place les travaux, alors d'une part, que Thierry Vuc, ce matin, évoquait, et qui vont être proposés, en fait, par la Cour à certaines des communes qui sont dans les 25 expérimentateurs, c'est-à-dire de pouvoir tester éventuellement différentes missions d'assurance qui existent aujourd'hui dans les normes des experts comptables, qu'il s'agisse de la présentation des comptes, de l'examen limité des comptes annuels ou de l'examen limité à certains postes comptables. Donc ça, c'est en fait 3 formules différentes qui existent aujourd'hui dans les référentiels de normes des experts comptables. Et en parallèle, nous, à la DGFiP, nous avons proposé à plusieurs dizaines on a proposé à beaucoup de collectivités locales. À ce stade, on a à peu près une petite centaine de volontaires, mais le processus n'est pas tout à fait achevé. De s'engager effectivement dans un travail un peu préparatoire à une attestation de fiabilité un peu générale sur tous les cycles, qui est quand même très ambitieux, c'est ça qu'on voit au travers des travaux de certification, de tester finalement des attestations de fiabilité un peu partielles sur des cycles, voilà, et avec un accompagnement de nos auditeurs, C'est ça qui fait un peu la spécificité de la démarche, c'est-à-dire que comme ce sont des choses qui sont assez complexes, on propose en fait aux collectivités de les aider à maturer un peu vers ces questions, en leur proposant un accompagnement contractualisé avec la DGFiP, avec des auditeurs à nous, et ensuite derrière, finalement, un débouché sur une attestation de fiabilité par un professionnel du chiffre. Donc c'est vrai qu'on s'inscrit, disons là, on veut tester une démarche un peu progressive et acclimater finalement l'apport que peuvent représenter finalement ces missions d'assurance des professionnels du chiffre, étant précisé que nous avons fait le choix stratégique à la DGFiP de ne pas nous-mêmes, entre guillemets, marcher sur les pieds des professionnels du chiffre dont c'est la profession, et plutôt de travailler dans la complémentarité. Mais on est convaincu que ça peut apporter quelque chose dans les démarches de fiabilité des comptes locaux. Voilà, pardonnez-moi, j'étais un petit peu longue, mais comme tout ça est un peu complexe et foisonnant, je voulais prendre le temps d'expliquer exactement ce qui était en jeu actuellement. On voit qu'on est dans un processus de devenir aussi. C'est moi, je trouve aussi l'enrichissement de cette journée,
c'est qu'on voit qu'il y a bien sûr un intérêt pour la démarche actuelle, mais qu'elle est aussi porteuse d'avenir pour beaucoup d'autres collectivités qui ont besoin d'être accompagnées. À partir du moment où on voit qu'on comprend mieux que la certification, c'est d'abord une démarche d'amélioration continue, et je crois ce qui a été dit et répété, on comprend bien que ça peut s'adresser à d'autres. Hein. Et avant de donner la parole à M. Nioche, qui, je pense, va rebondir sur ce que vous avez dit, madame, c'était simplement pour rappeler peut-être à tout le monde que par rapport au contrôle des dépenses publiques avec le seuil des 1,2% qui a été rappelé ce matin, en fait, il y a 330 collectivités qui ont été désignées là, pour le contrôle. Elles n'avaient pas le choix. Et donc... elles avaient le choix, oui, mais bon, finalement, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont dit non. Là, je n'ai pas eu la statistique de ceux qui ont renoncé. Il y en a certainement eu, mais peut-être pas beaucoup. Non, Charles-Éric, tu as le chiffre de ce... Combien voilà, 70%, merci de cette précision. 229 ont donc signé le contrat avec l'État. Et donc 101 ne l'ont pas signé. Ça ne veut pas dire qu'ils ne respecteront pas le seuil, du reste, parce que c'est deux choses, finalement, qui peuvent se gérer. Mais moi, ils n'auront pas le choix, ce que je dis. Voilà. Mais sur le seuil des 330, si vous voulez, sur le nombre des 330, est-ce que ce n'est pas déjà un niveau important pour la certification ? Peut-être on n'imagine pas refaire des seuils de seuil, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est une question que je pose, j'ai pas la réponse. 25 collectivités ont été choisies pour l'expérimentation. Bon, c'est une première étape. Je vois que 330 collectivités sont considérées comme importantes en termes de volume par rapport à la réglementation de la dépense que l'État va imposer pour 3 ans. Je crois que c'est pour 3 ans. Et puis après, il y a tout le champ du reste. Alors, je donne la parole à M. Nioche, donc président de l'Ordre des experts comptables. Parce que vous avez tout à fait ouvert le sujet de la suite. Hein. Oui, ce qui a été rappelé, et ce qui est important de rappeler aujourd'hui, c'est que finalement, tout ça concourt du même objectif. On est d'accord, la certification. Maintenant, comment y arriver ? On l'a dit aussi, il y a l'aspect pédagogique qui est très important. Effectivement, c'est pas d'être les uns contre les autres, mais d'agir en partenariat avec un objectif commun. Comment y arriver ? Quelle forme d'attestation, puisque c'est la question. Donc, même si effectivement on parle du secteur public et on intervient, nous les experts comptables, majoritairement dans le secteur, dans la sphère privée. Pour autant, on a commencé à intervenir dans les hôpitaux et on peut faire le parallèle aux hôpitaux et comment on est arrivé à la certification des comptes avec, vous le voyez, des statistiques qui sont tout à fait satisfaisantes par rapport à l'opinion qui a été émise. Comment on y est arrivé ? On y est arrivé puisque, en tant que conseil, en tant qu'expert comptable, il y a eu toute une phase de diagnostic. Et même avant ça, de pré-diagnostic. De travaux préparatoires. Et de travaux préparatoires. Donc avant, et effectivement, c'était sur la base de ceux qui voulaient rentrer dans le dispositif. On a intervenu donc, avec notre casquette de conseil, d'experts comptables, avant qu'interviennent les experts comptables, les commissaires en compte, pour justement leur dire vous pouvez y aller. Alors, il y avait encore beaucoup dans les hôpitaux, il y avait encore beaucoup de sujets sur les actifs, notamment. Mais finalement, on voit que 5 ans après, les résultats, on y est arrivé. Donc pourquoi pas les collectivités locales ? Pourquoi pas, d'autant qu'il y a eu une démarche qui a été entreprise également. Et cette démarche où on est tout à fait, effectivement, partie prenante. Et quand vous voyez le parallèle entre les normes, entre la démarche, finalement, on parle d'une entité économique, qu'elle soit privée ou publique. Même dans les entreprises privées, il y a des spécificités dans tout secteur d'activité. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Donc ça, il y a de la formation qui va être mise en place par l'ordre, par le Conseil supérieur, pour qu'on parle effectivement le même langage. Parce que
c'est un sujet plus de terminologie et de sujet Néanmoins, qui est complexe. Néanmoins, ce qui a été indiqué, bien sûr, c'est complémentaire, mais ce qui a été indiqué, c'est qu'il y aurait certainement une ouverture à travers les travaux que la DGFiP est en train d'entreprendre, et même peut-être déjà une expérimentation sur des collectivités de plus petite taille, d'après ce que j'ai compris, et donc qui ouvrirait le champ non pas une certification au sens certification du commissaire aux comptes ou de la Cour ou des chambres, puisqu'à l'heure actuelle on est dans un processus où on est en marche, mais qui serait simplement, mais de façon suffisante, les missions que font les experts comptables en termes d'attestation, en termes d'accompagnement à la réalisation et à l'établissement des comptes annuels. Et donc, voilà, je pense que là, il y a aussi des travaux complémentaires qui peuvent être faits. C'est une attestation différente. Oui. C'est peut-être ça qu'il faudrait dire, mais qui néanmoins est à l'heure actuelle, c'est l'attestation qui est pratiquée par l'ordre des experts comptables. Tout à fait. Et par rapport à ces attestations, on a bien sûr des obligations, mais c'est aussi le client qui choisit le style et la nature de l'intervention. Donc, qu'est-ce qui s'opposerait à ce que vous fixiez des objectifs, et en fonction des objectifs et en fonction de l'état d'avancement dans le processus de certification, dire, voilà, j'ai pour objectif d'avoir une attestation qui garantit tel niveau. Et comme on le fait effectivement par rapport à nos attestations. Bonjour, monsieur le maire. Voilà, donc il n'y a rien de figé, il n'y a rien de rigide. Le but, c'est quoi finalement? C'est de communiquer aux tiers, et que ce soit les administrés, effectivement, les élus, et quel degré de fiabilité, qu'est-ce qu'on a fait sur ces comptes? On n'est pas obligé, effectivement, d'un seul coup, d'arriver à une certification et une mission telle que l'a rappelé Estelle Collet, où on revoit tous les cycles. À l'entité de se fixer ses seuils en fonction de son état d'avancement. D'accord. Et en fonction de ça, on délivre une attestation. Merci. Donc, on prolonge, si vous voulez bien. Madame la Présidente, allez-y, je vous en prie. Oui, vous avez dit l'objectif, c'est la certification. Pour moi, l'objectif, c'est l'amélioration de la qualité des comptes publics. C'est la résultante. Donc, comme vous le disiez, il y a des façons différentes d'y arriver. Donc, je voudrais simplement ajouter 2 points. Le premier, c'est que nous avons des missions complémentaires et que, bien entendu, comme nous le faisons déjà pour les SEM et les associations, si nous devons contrôler une collectivité qui a été certifiée, nous nous appuierons sur les travaux du commissaire aux comptes et allégerons de facto nos propres travaux sur la fiabilité des comptes. Bon, c'est la première. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'amélioration de la qualité des comptes publics, on a vu ce matin que c'était une amélioration de leur fonctionnement, une prise de conscience collective sur la nécessité de mieux s'organiser, de mieux contrôler, de mieux gérer, avec, sous réserve d'efforts de formation et d'information. Il ne faudra pas oublier de faire cet effort de formation, en tout cas d'information, auprès non seulement des élus, mais des citoyens, qui pourraient avoir du mal à comprendre les différentes démarches. Pour moi, c'est un sujet qui est important. Peut-être vous allez l'aborder les uns ou les autres. C'est que finalement, il ne faut pas que ça reste un débat d'experts, notre affaire. Faire des attestations, des certifications, lorsqu'on voit parfois le temps qu'on passe, ça se compte en secondes, pour approuver les comptes rendus financiers des délégations de services publics qui peuvent représenter des dizaines de millions d'euros de dépenses annuelles. Lorsqu'on voit le temps qu'on passe, qui tient aussi en termes de secondes, pour approuver les comptes de nos SEM ou de nos SPL ou d'autres organismes, on se dit qu'on doit aussi, à travers nos rapports, développer la culture de la restitution.
Ça, c'est une réflexion que j'ai et que d'autres partagent avec moi. On l'a déjà développé aujourd'hui, mais ce rapport doit absolument servir, bien sûr à certifier, bien sûr à attester, c'est ce que vous avez dit, bien sûr à authentifier, mais derrière, développer la culture de la compréhension des résultats et de la sécurité. Je veux faire simplement une petite parenthèse par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a un doute. On voit bien qu'il y a un doute sur les fonds publics. Finalement, parfois, on en fait quoi, ils vont où? Enfin, on voit que, comme c'est complexe, les questions se posent, quoi. Hein, c'est ça. Allez-y, monsieur, si vous voulez prolonger, puis après vous. Alors, effectivement, quel que soit le mode d'attestation des comptes, il faut que celui-ci soit en adéquation avec les objectifs de la collectivité. Effectivement, les objectifs sont peut-être différents selon la taille, avec les enjeux qui sont externes. Hein, effectivement, la certification, par exemple, à la ville de Paris, ça a été aussi compris à un moment donné comme un complément en termes justement d'information, de restitution qui pouvait être fait aux exercices de notation. L'exercice est certes différent, mais il est complémentaire. Donc une adéquation par rapport effectivement à des objectifs et puis aux moyens. Bien évidemment, on a tout à l'heure évoqué des notions de coûts induits. Bien sûr qu'il y a des coûts induits directs, puis indirects, par rapport à la démarche de certification. Néanmoins, il me semble important que tous les acteurs collectivités locales soient embarqués dans le dispositif, parce que c'est effectivement, ça fait, vous l'avez indiqué, hein, monsieur le maire, c'est un élément de restitution, un élément de communication, même si c'est un sujet, somme toute, assez technique. Et puis, en termes d'enjeux internes, c'est... Bon, hein, ça a été évoqué aussi, ça peut être un important levier pour faire évoluer des structures, pour irriguer en matière de culture du risque. Effectivement, certifié, ça signifie aussi qu'on maîtrise un certain nombre de risques par rapport aux actes de gestion. Et ça, c'est au-delà du caractère très technique et du format de certification et de son contenu. Je pense que c'est un signal qui est extrêmement important sur... oui, les collectivités locales maîtrisent les risques qui sont liés à leurs actes de gestion. Et même si la certification n'est pas un avis sur la gestion, c'est une démarche qui est, à mon avis, très saine. Vous voulez compléter, madame? Oui, non, en fait, ce que je voulais dire maintenant, c'est replacer ces réflexions sur les attestations de fiabilité dans le cadre un peu plus général de où on va dans le domaine des comptes locaux, je dirais, à horizon de quelques années. C'est important de comprendre ça, parce que l'enjeu, c'est pas juste de savoir finalement qui va être certifié, qui ne le sera pas, où est-ce qu'on va mettre la barre. La vision qui n'est pas que celle de la DGFiP, parce que je pense pouvoir dire qu'elle est quand même assez largement partagée par les acteurs. Je m'appuie là-dessus sur les travaux du fameux Comité national de fiabilité des comptes, qui au demeurant va tenir la semaine prochaine une réunion assez importante. On va en réalité vers une simplification assez importante des référentiels comptables, appuyés sur les travaux de normalisation qui étaient évoqués ce matin. Ça veut dire M57 pour tout le monde, avec une version simplifiée pour les petites collectivités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du compte financier unique aussi pour tout le monde. Là, on est en train de l'expérimenter, mais en fait, demain, dans quelques années, finalement, ça va être assez proche, on aura du CFU partout. Et pourquoi on l'aura partout? Parce qu'on se sera donné... l'entendre, hein, on y arrive. On se sera donné les moyens à la DGFiP, notamment, de récupérer par flux. On a des tuyaux qui fonctionnent très bien avec les collectivités locales. Tout ça, ça roule maintenant, si j'ose dire, vraiment de manière tout à fait satisfaisante. On est en dématérialisation avec quasiment 80% des collectivités, si vous voulez. Donc, il suffit de récupérer ces Bien flux. sûr. On va simplifier l'exécution budgétaire. On aura un module de contrôle
de l'exécution budgétaire qui sera embarquée dans Helios, si vous voulez, ça va faire gagner un temps considérable aux équipes financières des collectivités locales et à nos comptables, si vous voulez. Donc, c'est vers ça qu'on va, et ça, on y va pour tout le monde. On n'a pas encore l'agenda, là. En fait, on n'a pas... Disons que l'agenda n'est pas véritablement je sais qu'on y va, mais il y a quand même des étapes dans la réflexion. Quand je parlais, non, mais c'est très bien ce que vous dites, parce que tout à l'heure, c'est quand même un message qui, à mon avis, est nouveau. Et cette réflexion, elle permet d'irriguer beaucoup plus large, et pas d'en rester aux 25 ou aux 330. Mais bien entendu, mais c'est pour ça, monsieur d'aller Albert, beaucoup que je plus parle loin. de cela. Oui. Parce que, en fait, pour bien comprendre le sens de tout ça, il faut donner cette vision. Et cette vision-là, on va mettre au point dans le comité de fiabilité des comptes déjà un papier de réflexion qu'on publiera et qui donnera la vision. Hein. Donc ça, c'est très important. Mais c'est vrai qu'il ne suffit pas de faire du compte financier unique pour avoir de la fiabilité. Non. Ça va faciliter les choses. Mais si on n'accompagne pas les choses par ailleurs vers différents modes, disons, de fiabilisation des processus, finalement, l'exercice, il sera un peu bancal. Et c'est pour ça qu'on revient ensuite sur... L'accompagnement des GFIP sur le compte financier unique, il se positionne finalement comment alors parce que, bon, va y avoir les grands organismes, on a vu les départements, c'est intervenu tout à l'heure, il y avait le Loir-et-Cher, bon... la ville, la métropole d'Orléans, bon, tout ça, on est outillés. On a de quoi faire. Et on peut faire face, il n'y a pas de problème. Mais sur les tailles intermédiaires, finalement, c'est ça la question. Est-ce que la DGFIP mène une action d'accompagnement, ou est-ce qu'elle dit, on vous donne les moyens parce qu'on a des systèmes puissants, on vous livre les flux, on vous livre les données, etc. Mais après, la restitution... l'attestation, le tiers de confiance qui dit finalement moi j'ai regardé et je dis que c'est pas mal, ça m'a l'air sérieux, ça m'a l'air certifiable, ça m'a l'air authentifiable, qui va le faire? C'est un peu ça la question qu'on pose aujourd'hui, de finalement l'attestation de tous ces flux qui vont être gérés. Helios, bon, très bien, parfait, ça fait 80%, mais à un moment il faut quelqu'un qui dise vous pouvez y aller finalement, les comptes de la collectivité ils sont attestables. Alors, si vous voulez, en termes d'accompagnement, la DGFIP accompagne toutes les collectivités à différents niveaux. Hein, c'est-à-dire que, bon, évidemment, les 25 collectivités qui sont dans la certification des comptes, elles ont droit, si j'ose dire, à un traitement presque de faveur, parce qu'on est vraiment, là, pour le coup, complètement à bord de travaux très, très ambitieux, etc. Je dirais, mais bien entendu, on ne réserve pas nos services à ces 25 collectivités. Après, il y a différents degrés. On peut accompagner de différentes manières. On peut accompagner par des audits. Hein, donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire de manière contractuelle. Il y a toute la généralité de nos comptables publics, bon, voilà, qu'on amène petit à petit, qu'on conduit le changement, on propage les messages, on fait en sorte que tout le monde s'approprie ces nouvelles normes comptables, les nouveaux plans de compte, le concept du compte financier unique, etc. Bon, ce CFU, on aura des candidats au CFU avec des petits budgets. Hein. On en a, moi j'en ai déjà plusieurs dizaines qui sont très intéressés et qui vont vouloir y aller. Et ceux-là, on les prendra. Hein, vous pouvez nous rappeler d'un mot ce qu'est le compte financier unique pour qu'on parle tous le même langage? Oui, bien sûr, monsieur le maire. Merci. Mais si vous voulez... non, c'est important de savoir qu'il y a quand même un peu une révolution dans l'organisation. Ah bah oui, non, mais ça, tout à fait. Mais le CFU, en fait, c'est comme l'expliquait la directrice financière tout à l'heure du CHU de Tours, c'est un jeu d'état financier rationalisé et coproduit entre l'ordonnateur et le comptable. Et notamment, on fera le ménage dans les doublons. Hein, on fera le ménage dans les doublons. Il n'y a plus qu'un compte. Il n'y a plus qu'un bilan, un compte de résultat. Alors, peut-être pas tout à fait. C'est-à-dire. Oh là. Non. Je suis allé trop vite. Non, mais juste pour vous dire comment ça va. Et les annexes. Comment ça va se présenter. Non, mais il y a, si vous voulez, il y a une partie de synthèse avec ce que vous connaissez déjà dans les comptes administratifs, c'est des ratios, c'est des informations générales qui sont portées à la connaissance des assemblées délibérantes, ça, voilà, qui seront un peu enrichies probablement.
Il y a une partie qui s'appelle état d'exécution budgétaire que vous connaissez, mais aujourd'hui, on a des états d'exécution budgétaire dans le compte de gestion, on en a dans le compte administratif. En plus, ils n'ont pas tout à fait la même tête. Donc c'est vrai que ça n'est pas tellement... Voilà, enfin, c'est pas la peine de le faire deux fois, autant qu'il y ait un seul jeu d'état d'exécution budgétaire. Il y a ensuite la partie état certifiable, donc bilan, annexe, compte de résultat. Hein, et derrière... Bon, différentes annexes, mais là, il y a un gros travail de rationalisation qu'il va falloir faire pour éviter, là encore, les doublons entre l'annexe qui sera testée, je dirais, par l'annexe des comptes. L'annexe des comptes certifiables qui sera testée par les 25 mousquetaires de la certification, si j'ose dire. Et puis, toute cette longue théorie d'annexes dans lesquelles il va falloir faire le ménage pour assurer une parfaite cohérence. Voilà. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout ça, c'est pour tout le monde. Très bien, et donc, ça veut dire on comprend bien vers quoi on va. Voilà. Et ça veut dire que, du coup, on a besoin aussi que, finalement, il y ait des formules adaptées d'accompagnement à la fiabilisation des comptes qui soient pensées, disons, par la DGFiP, par les administrations, par les professionnels du métier, hein, et qui soient adaptés finalement aux différents niveaux de collectivité locale. Voilà, c'est ça un peu le sens de la démarche. Parfait, merci. Non, mais cette évolution, je crois qu'elle est appelée des vœux de beaucoup. Mais encore une fois, on a un système qui fonctionne bien, parce qu'on a des restitutions de comptes excessivement rapides dans le temps. Je veux dire, on a les résultats, c'est quand? C'est janvier, février, ça y est, c'est bouclé, c'est fait, donc il ne faut pas perdre non plus. Tous ces avantages que nous avons, il ne faut pas que, pour vouloir changer et casser le bébé, on perde en efficacité. Donc c'est ce que vous dites. Vous allez mettre les moyens. L'objectif, c'est même d'accélérer, monsieur le maire. Voilà, d'accord. Il y a les moyens pour avoir une restitution. Voilà, donc peut-être côté commissaire aux comptes, alors par rapport à cette évolution. Ce qui est évoqué en fait entre les 25 premiers de cordée et les autres collectivités, non. Effectivement. C'est moins pas risqué. aventurer jusqu'au premier de cordée. C'est effectivement une vocation à... on recherche effectivement l'adaptabilité quelque part du contrôle et du certificateur. C'est effectivement que le certificateur puisse venir s'adapter à chaque effectivement collectivité. C'est que les commissaires aux comptes auront leur place par rapport à des attestations de certification, qu'ils mettront à disposition bien sûr les rapports aux tiers et aussi aux juges, c'est bien évident, et puis que les experts comptables, puisque vous êtes là sur l'estrade pour en parler, auront aussi un rôle pour faire des attestations sur les comptes annuels, sur la restitution des comptes, alors, comme un peu des tiers de confiance, peut-être, c'est ça ce qu'on peut dire, en disant j'ai regardé les choses, voilà, c'est en bon ordre. Avant de céder la parole à mon confrère Olivier Nioche, effectivement, simplement l'attestation de la mission de présentation des comptes annuels telle qu'on peut la connaître par ailleurs s'adresse déjà effectivement aux comptes pris dans leur ensemble. Il est important, et ce qu'on a rappelé, ce que j'ai rappelé en début de table ronde, et ce que vous avez rappelé, Madame Bicard, c'est qu'il peut y avoir effectivement une démarche en amont de la prise en compte de l'ensemble des comptes, une démarche spécifiquement sur certains cycles qui peuvent effectivement poser problème. Et là, on s'inscrit véritablement dans une démarche d'accompagnement. Pardon ? Je dis problème ou non, oui, du reste, une attestation peut être... Oui, donc dans tout ça, vous parliez de l'ère de la dématérialisation. Effectivement, ça va, c'est un objectif qu'on a aussi dans les entreprises privées. Et l'objectif, c'est évidemment de supprimer toutes ces tâches ingrates qui sont consommateurs de temps et sans valeur ajoutée. Donc notre objectif en tant qu'expert comptable, que ce soit dans les collectivités locales ou là où on intervient, c'est effectivement de se focaliser. On a beaucoup parlé de contrôle interne, on a beaucoup parlé d'IT. Et donc l'intervention de l'expert comptable, c'est là qu'on le voit, et la valeur, avec une valeur ajoutée. Alors effectivement, l'attestation, c'est l'aboutissement de tout ça, mais en amont, ce qui est le plus important, c'est de s'assurer, et en étroite collaboration avec la DGFiP, avec le juge, qu'on puisse concourir tous avec le même objectif, gain de temps, oui,
efficacité, réduction de coûts et se focaliser là où il y a un besoin. Et le besoin, selon nous, comme les entreprises privées, le besoin c'est sur l'assistance, sur le conseil, sur tous les volets que je viens d'évoquer, que ce soit l'IT ou autre, et la sécurisation des comptes. Merci. Moi, j'approuve tout ce qui vient d'être dit, bien évidemment. Simplement, je voudrais quand même en remettre une couche sur l'effort d'information des citoyens. Parce que quand vous êtes dans une entreprise et que vous rendez votre rapport... oui, il y a quelques actionnaires, mais... C'est pas beaucoup. Ça tout dépend de l'importance, mais enfin, généralement, voilà. Là, il ne faut pas oublier qu'on parle de fonds publics qui viennent des impôts des citoyens. Et donc, il faudra bien leur expliquer, avec des mots qu'ils puissent comprendre, ce qui a été fait et est-ce qu'une certification, une attestation ou un rapport de la Chambre régionale des comptes veut dire. Et nous, d'ailleurs, nous travaillons énormément sur ce sujet parce que, d'un côté, nous sommes obligés d'être très techniques quand nous écrivons à l'ordonnateur, mais quand on publie nos documents, trop de technicité n'est pas entendable par le citoyen. Donc, je me dis que peut-être qu'il faudrait trouver je ne sais pas, ça c'est pas à moi d'ailleurs ou aux juridictions financières d'en décider, mais un produit un peu intermédiaire entre le rapport classique dont Madame Collet nous a parlé, du commissaire aux comptes en 4 pages, et puis la lettre de fin de mission. Être quand même expliqué un peu mieux, ou avoir un produit qui peut parler aux citoyens, me semble-t-il. Parce que c'est très compliqué, je le dis d'autant volontiers que nous essayons de le faire du mieux que nous pouvons, et on n'y réussit pas toujours d'ailleurs, parce que quelquefois les matières sont complexes. Quand on parle de contrat de chauffage ou de SEM, oui, ou de transfert de compétences. Bon, il y a beaucoup de technicité comptable et financière, mais encore une fois, il faut que ça apparaisse comme un plus, non seulement l'amélioration de la qualité des comptes publics apparaisse comme un plus aux yeux du citoyen, mais qu'il puisse comprendre ce que fait sa collectivité, son maire, les efforts entrepris en cette matière. Merci bien. Alors si je veux faire un parallèle, on intervient certes dans des sociétés, dans des entreprises, mais on intervient également beaucoup, actuellement, que ce soit dans des SPL, dans des SEM, dans des associations, où là vous avez une assemblée d'individuels, d'adhérents, où on présente les comptes en qualité soit de commissaire aux comptes ou d'expert comptable, et où on a une vertu pédagogique pour expliquer évidemment à ce public non averti qui fait du sport que veulent dire les comptes et est-ce qu'on a de l'argent ou pas et comment on va l'employer. Donc on fait ce qu'on appelle des bilans imagés où on présente sans rentrer dans la technique, ça n'a aucun intérêt, on se fait plaisir mais qu'à soi, et malgré tout il faut bien des normes et parler un langage commun, sinon ça n'aurait aucun sens que d'aller d'une association à une autre et parler un autre langage. Donc c'est aussi notre rôle en tant qu'expert comptable. On a parlé beaucoup de pédagogie, que d'avoir cette pédagogie, et on le fait régulièrement. Quand vous intervenez dans des associations, vous pouvez constater qu'on ne va pas sur du BFR, du fonds de roulement, du cash flow, des EBITDA. Donc, bon... C'est vrai que le bilan imagé, par exemple, c'est beaucoup développé en présentation de compte parce que ça permet d'avoir quelques graphiques. Dans le cadre de présentation normée, du reste, d'un bilan et d'un compte de résultat. Mais vous avez raison de le rappeler, ça c'est pédagogique. Madame, vous vouliez intervenir ? Oui, je voulais juste compléter aussi pour dire que parmi tous ces travaux, la DGFiP est aussi évidemment très préoccupée de remettre en avant la dimension pédagogique, d'explication, de propagation, disons, de la bonne parole, si j'ose dire, mais sous un angle accessible. Et alors, de quelle façon nous y prenons-nous ?
Bon, d'une part, on a des travaux actuellement, alors c'est dans le cadre des travaux sur le compte financier unique, mais qui visent en fait à partager un peu les bonnes pratiques sur la présentation des rapports financiers des collectivités locales, c'est-à-dire comment bien profiter finalement de ce qui se fait de bien dans le compte financier des hôpitaux, regarder un petit peu différentes pratiques d'ordonnateurs, voilà, pour essayer de donner non pas une norme de présentation, je pense que ce serait peut-être excessif, mais au moins de donner un peu une espèce de référentiel de bonnes pratiques en termes de présentation de l'information financière. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que parmi nos expérimentations actuelles dans le comité de fiabilité des comptes, on va proposer que, avec accord de volonté de la part de l'ordonnateur, mais certains de nos comptables viennent participer à la restitution devant l'Assemblée ou la Commission des finances, on va dire, la restitution des comptes, pour expliquer aussi dans un langage intelligible, si possible, la partie comptabilité générale, comptabilité en partie double, état de l'actif, etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un peu de maladresse, on a appelé ça aussi présentation des comptes par le comptable, mais ça crée de l'ambiguïté avec la présentation des comptes au sens ordre des experts comptables. Donc je pense qu'il faudra qu'on fasse un tout petit peu évoluer la terminologie, parce que ça ne recouvre pas la même notion. Mais on a ce souci d'être maintenant plus présent dans la pédagogie aux côtés de l'ordonnateur. Et c'est vrai que ça va dans le sens de l'histoire quand on pense à l'avenir qu'est le compte financier unique, quoi. Merci. Peut-être M. Civray, quelques questions, s'il y en a ou... Bon, on va pouvoir attester. Pas de problème. Est-ce que... Aucune question? Monsieur Rouillet, vous vouliez poser une question, Monsieur Rouillet? Non? Ah, allez-y, merci, monsieur. Est-ce que vous pourriez, monsieur Mioche, développer en quoi consiste l'attestation? Parce qu'on a pas mal passé de... L'attestation de l'expert comptable? Il y a pas une définition. Oui. D'accord. Oui. Monsieur Mioche. Oui, quand on parle d'attestation, par exemple de mission de présentation, attestation pour des professionnels. Présentation des comptes annuels ou des états financiers, puisque c'est identique. Donc, ça a une signification par rapport à une norme. Et les diligences que l'on met en... Alors, c'est côté professionnel, hein, c'est pas côté grand public. Et on sait que si on fait une mission de présentation des comptes annuels, ça a une signification et quelle diligence on doit voir derrière. C'est-à-dire que tout au long de la démarche, vous avez une lettre de mission, un contrat avec son client qui dit vous choisissez où on va faire une mission de présentation, parce que c'est souvent dans ce sens-là que ça se passe, parce que c'est à nous d'apprécier aussi quel type de mission est le mieux adapté à nos clients. Donc là, si on fait le parallèle, c'est exactement la même chose. C'est aussi à nous, en tant que professionnels, de dire vous en êtes là après une phase de diagnostic et de connaissance de la structure et de la collectivité. Vous en êtes à ce stade de maturité. Et donc, je vous conseille d'avoir une mission de présentation des comptes annuels parce que ça répond à telle exigence. Malgré tout, et si ça dépend aussi de la compétence en interne. Vous avez, suivant les collectivités, des compétences et des degrés de maturité différents. J'ai compris qu'à la mairie d'Orléans, il y avait de très grandes compétences. Mais pour autant, ce n'est pas le cas de toutes les collectivités et toutes les structures. Donc, et c'est là, avec notre œil de professionnel, en ayant diagnostiqué et été voir sur place l'organisation existante, le système d'information, que l'on pourra proposer une mission à adapter à l'objectif qui est recherché et donc, à terme, la certification. Simplement un petit complément, chez les experts comptables, il y a des normes professionnelles,
Il y a des normes professionnelles à la compagnie des commissaires aux comptes et il y a des normes comptables qui ont été rappelées ce matin et que Madame a rappelées avec des instructions comptables. Il y a également les normes du plan comptable côté privé. Donc on fait référence les uns et les autres à ces normes de présentation, à ces normes techniques et à nos propres normes professionnelles pour dire aux tiers, voilà, on atteste, c'est conforme. C'est conforme à la réglementation comptable et c'est conforme à notre réglementation professionnelle. Voilà en fait ce que nous faisons tous les uns et les autres pour s'exprimer. Dans des univers qui sont un petit peu différents, qui sont généralement des univers de taille, j'y reviens. C'est-à-dire qu'on vient de voir que l'évolution de la mission du commissaire aux comptes dans le secteur privé, les seuils à travers la loi PAC viennent d'être quand même fortement rehaussés. Puisqu'avant, c'était 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous avez nécessairement un commissaire aux comptes. Vous voyez jusqu'à quel niveau c'était descendu. Et puis maintenant, le seuil est remonté à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le secteur privé. Dès lors qu'une entreprise fait plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle doit nécessairement faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes. Donc les seuils sont quand même, c'est simplement pour faire le parallèle, sans dire qu'il faut forcément faire l'un et l'autre. C'est simplement un rappel et une indication. Voilà. Question de M. Birolo. Oui, bonjour. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Comment imaginer pour l'avenir coordonner et élargir la communication financière autour de la situation financière de la collectivité par rapport à une éventuelle certification ou attestation de fiabilité qui, elle, indiquerait que les comptes sont conformes par rapport à un recueil de normes, mais qui ne donne pas d'indication par rapport à la situation. Comment communiquer sur la situation? Parce que, comme on l'a dit ce matin, on peut très bien avoir une situation qui est certifiable avec une situation financière quand même dégradée. Ça veut dire que la situation financière qui est présentée, elle est présentée dégradée, donc elle est certifiable. Elle est conforme à la réalité, à l'image fidèle, et pour autant, on va dans le mur. Hein, donc, ça, c'est là où ça devient compliqué. D'accord, c'est ça la question. Donc, qui répond? Il y a des réponses dans la salle, vous voyez, c'est bien. Au niveau de il y a deux missions. Il y a le commissaire aux comptes qui n'a pas à s'immiscer dans la gestion, qui rend des attestations, qui rend une certification de compte. D'accord. C'était pour la communication financière. Là. Comment finalement réussir, plutôt qu'un rapport ou une attestation un peu sèche, réussir à communiquer mieux sur la situation. Trop endetté, pas assez endetté. On en a parlé ce matin. À un moment donné, à la fin de ces travaux, il faut bien que le professionnel, que ce soit TGI ou que ce soit les professionnels du privé, disent aux élus, attention, mettre en garde, vous êtes dans une situation financière qui est un peu, je regrette, mais ça c'est la mission du commissaire aux comptes, de l'expert comptable en tant que conseil. C'est-à-dire de dire, attention, vous avez une capacité d'autofinancement aujourd'hui qui ne permet pas de rembourser vos emprunts. D'accord? Ça c'est... Alors, pour répondre à la question, effectivement... Là, on est dans le débat. Hein. Voilà, on est effectivement dans la technique. Ça a été rappelé tout à l'heure. En tant que commissaire aux comptes, nous n'avons pas apporté de jugement sur les opérations qui ont été votées, qui ont été accomplies. Sur les choix de gestion. Sur les choix de gestion, voilà. Nous avons effectivement apporté une opinion sur les comptes et que ces comptes soient je dirais, bons ou mauvais, s'ils sont sincères et réguliers et répondent au référentiel comptable, ils seront certifiés. La question peut-être que vous posez derrière et effectivement où notre confrère de Châteauroux commence à répondre, c'est sur le devoir d'alerte que le commissaire aux comptes peut avoir vis-à-vis de la collectivité au regard d'une situation financière dégradée. Aujourd'hui, effectivement, ce devoir d'alerte, donc ce n'est pas... j'insiste sur le mot devoir, hein, puisque aujourd'hui, dans la sphère comptabilité privée, le commissaire aux comptes qui ne met pas en œuvre son devoir d'alerte
peut également subir effectivement une poursuite ou une mise en cause. Donc là, on fait référence à la réglementation de la loi sur les sociétés commerciales, par exemple. Donc l'expression de l'opinion, le comportement professionnel est fait toujours par rapport soit à la légalité, soit à la norme, soit à des instructions. Et la légalité, au cas particulier, c'est que dans les sociétés commerciales, si vous avez perdu plus de la moitié de votre capital, vous devez le reconstituer. Aucun commissaire aux comptes ne va certifier sans réserve une société qui a perdu plus de la moitié de son capital social. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a des jauges qui sont légales. La question qu'on peut se poser par rapport à celle que vous évoquez maintenant, c'est est-ce qu'on a des jauges ou est-ce qu'on aura des jauges dans le secteur des collectivités qui permettront d'avoir les mêmes comportements? Aujourd'hui, voilà. Allez-y, madame. Les collectivités, pardon. Oui, il y a des jauges absolument, puisque si la collectivité finit l'exercice dans le rouge, au-delà d'un certain seuil, la Chambre régionale des comptes est saisie et propose des mesures de redressement. Oui, alors je voudrais peut-être compléter les propos. Donc effectivement, dans les jauges en matière d'analyse financière, le dispositif récent de la loi de programmation des finances publiques a introduit quelques dimensions nouvelles, puisque vous savez qu'au-delà d'une certaine capacité de désendettement, la collectivité est obligée en fait de proposer au Conseil, enfin à son assemblée, un programme visant à rétablir en fait un ratio de désendettement inférieur au seuil. Alors c'est vrai que cette capacité de désendettement a vraiment pris une importance assez grande maintenant dans la gouvernance financière locale, on va dire, même si effectivement cette partie-là n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque reprise financière de la part de l'État, puisque là on est juste sur la norme de dépenses sur cette partie-là, mais on a maintenant quand même dans la loi des niveaux de durée de désendettement, donc le rapport entre l'encours des dettes et la capacité à rembourser, qui sont publics et qui, disons, déclenchent en cas de franchissement du seuil des obligations supplémentaires en fait pour la collectivité pour se remettre en fait en dessous de ces seuils. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont quand même assez importantes. Après, sur le plan des acteurs, bon, je pense que vous savez tous qu'effectivement, il y a un réseau d'alerte des finances locales qui existe, qui est sous la responsabilité conjointe de la DGFiP et du corps préfectoral, bon, qui on scrute en fait les comptes des collectivités, on leur met une cotation qui n'est pas publique, pour des raisons de préservation de la réputation des organismes locaux, mais on scrute tous les ans ces comptes et si des seuils sont franchis, il y a une approche qui doit être faite vis-à-vis de leurs donateurs pour justement, dans le cadre d'un devoir d'alerte un peu similaire finalement à l'obligation professionnelle que vous rappeliez tout à l'heure, mais qui doit donner lieu effectivement à des alertes et normalement à des travaux visant à enclencher un processus de remise en ordre. Et c'est vrai que le secteur public, on s'oriente aussi donc progressivement vers des ratios de désendettement ou peut-être d'autres systèmes d'alerte. Et donc, peut-être, monsieur le Maire. Oui, il y a des systèmes d'alerte. Il y a aussi une communication financière auprès des habitants, des citoyens contribuables, comme le rappelait fort justement Catherine Orlandin. Et là, il y a une chose, d'abord, le ratio de capacité de désendettement, il ne figure pas dans les 13 ratios qui sont normalement chaque année depuis 1992. J'espère que vous allez le mettre. Ça arrive. Mais ça fait longtemps qu'il aurait dû être. Oui, mais ça vient, monsieur le Médian, ça vient. C'est très bien. Mais je pense qu'il y a aussi un élément qui est très important, qui est un outil de démocratie financière qui est excellent, mais qui devrait être modifié, c'est la publication que fait le ministère des Finances sur Internet des comptes de toutes les collectivités locales. Le seul problème, c'est que c'est complètement inopérant. Les fiches des GCL sont formidables. C'est totalement inopérant pour plein de raisons. D'une part, pour les comptes des communes et des intercos, c'est qu'on n'intègre pas les budgets annexes. Et d'autre part, il y a des reclassements, probablement de mouvement d'ordre, qui est lié entre le lien entre le budgétaire et le comptable que vous avez longuement évoqué ce matin, et qui fait que pour retrouver l'épargne disponible,
c'est vraiment compliqué, c'est un espèce de labyrinthe dans lequel on ne s'y retrouve pas. Et c'est dommage parce que l'outil est fabuleux, il n'y a pas tellement grand-chose à changer, et je crois qu'il est fondamental de le mettre à jour, parce que c'est un élément que je trouve exceptionnel de démocratie financière. Bien, ben, merci, cher Eric. Merci à tous. On va terminer la table ronde sur ces projets. Merci. Merci à tous.